Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance, qui est celui non pas de l'accès aux données, mais du croisement de données, de statuts différents, données publiques, données privées, dans un contexte particulier qui est celui des missions de service public ou plus largement des missions d'intérêt général. Je suis Jacques Priol, je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle Civiteo, qui est basé ici à Nantes. Mais je suis également, et c'est avec cette casquette-là que je m'exprime devant vous ce matin, président de l'Observatoire Data Publica. L'Observatoire Data Publica, c'est un observatoire qui a été créé il y a de cela 3 ans maintenant par plusieurs sociétés, entreprises de conseil, cabinets d'avocats, Civiteo, Data Activist, InnoPublica, Parmavocat, qui, chacun à sa manière, a participé, on va dire, au début de la gestion des données publiques en France depuis 2016. C'est très proche et à la fois très loin sur nos sujets. Tout ça va très très vite. Et nous avons créé cet observatoire faisant le constat que la manière dont les acteurs publics utilisent les données n'est pas très bien connue, pas très bien identifiée. Alors bien sûr, il y a des événements comme aujourd'hui. Tout à l'heure, il y avait une table ronde de Nantes qui nous faisait un petit peu un état des lieux de la mise en œuvre de la charte éthique de la donnée de Nantes Métropole. Il y a d'autres rencontres, d'autres lieux dans lesquels on en parle, mais pas de lieux dans lesquels on observe, on prend le temps de poser véritablement avec des outils, des analyses, un certain nombre de choses. Cet observatoire a produit notamment, vous l'avez là à l'écran, le guide de la donnée des territoires qui a été diffusé par la Gazette des communes. Il y a un certain nombre d'exemplaires à la sortie qui sont disponibles. C'est une centaine de pages d'interviews, d'entretiens, d'acteurs publics qui aujourd'hui se sont saisis du sujet de la data au service des politiques publiques. Nous organisons régulièrement des webinaires, des conférences, des rencontres. Et nous avons également l'ambition de prendre encore plus de recul sur un certain nombre de sujets en conduisant, coordonnant, pilotant, notamment avec Aurélie Legrand qui est assise au premier rang, qui est la déléguée générale de l'Observatoire, des travaux que l'on va appeler de recherche, peut-être de façon un petit peu immodeste. Et nous avons publié un cahier de recherche sur le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est de ce cahier que je vais vous présenter. L'Observatoire ne travaille pas tout seul, nous avons des partenaires. En France, nous sommes soutenus par la Banque des Territoires, nous sommes soutenus par l'ANCT, nous sommes soutenus par le groupe La Poste, et nous avons également des coopérations internationales, notamment vers le Canada, avec nos partenaires et nos amis de Open North Nord-Ouvert. Et nous sommes également, officiellement, depuis quelques semaines, représentants en France de l'OBVIA, qui est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, qui est un observatoire qui regroupe 150 laboratoires de recherche à travers le monde, qui a été créé dans la foulée de l'initiative franco-canadienne sur l'intelligence artificielle et dans le cadre et qui travaille en étroite collaboration avec le GPAI, le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Voilà en quelques mots de l'endroit dont on va se parler, dont je vais vous parler aujourd'hui, des travaux de cet observatoire sur un sujet qui est celui du croisement des données publiques et des données privées. Alors avant de parler de croisement de données publiques, de données privées, essayons de voir ce que cela signifie à travers une illustration extrêmement concrète qui fonctionne dans de nombreuses collectivités. Certains ici à Nantes ont peut-être déjà vu ce schéma parce que Nantes Métropole l'a utilisé. C'est un schéma que nous avons élaboré avec des collectivités territoriales que nous accompagnons dans la construction de leur stratégie de la donnée, de bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle une donnée publique, à ne pas confondre avec l'open data. Ce n'est pas parce qu'une donnée est rendue publique que c'est une donnée publique. Et qu'est-ce qu'une donnée privée et qu'est-ce que peut être une donnée privée que l'on va qualifier d'intérêt général. Alors c'est un petit peu complexe tout cela et je vais prendre quelques instants pour vous en parler à travers un schéma que nous avons fait avec, l'un de nos clients, la région Normandie en l'occurrence. Une collectivité locale, comme tous les services publics, elle produit beaucoup de données. Ce sont des données qui ont un statut particulier, ce sont des données liées à la gestion du service public. Elles font partie d'un périmètre qui va être celui des données publiques, mais la collectivité n'est pas la seule à produire des données qui ont le statut de données publiques, que certains vont aussi qualifier de biens communs, de données qui appartiennent non pas à la collectivité, mais à l'ensemble des citoyens, et la collectivité est garante de la préservation de ces données. On appelle données publiques aussi les données qui sont produites par des opérateurs de services publics, quel que soit leur statut. Et lorsqu'une entreprise privée ou parapublique, la SNCF qui fait circuler les TER, des opérateurs comme Veolia, Suez, ici à Nantes, NGE, qui gèrent des installations pour le compte
de la collectivité. Lorsqu'une entreprise privée met en œuvre une mission de service public, les données produites par son action ont le statut de données publiques au sens de la loi, au sens d'une loi, qui est la loi pour une république numérique de 2016. Et c'est extrêmement important, cette notion, parce que les données qui ont le statut de biens publics ont vocation à être publiées en open data. Et ça, c'est la loi qui le dit aussi. Donc c'est des sujets très intéressants, très importants, qui créent des dialogues parfois très compliqués, parfois même conflictuels, entre les autorités publiques, les collectivités, les élus, les services publics de nos communes et de nos métropoles, et des opérateurs de services privés. Ça concerne de nombreux acteurs. La loi parle aussi d'un autre statut de données qu'on appelle des données d'intérêt général. Et la loi française est un peu compliquée de ce point de vue-là. On parlera tout à l'heure du cadre juridique européen qui va nous aider à améliorer peut-être un certain nombre de choses. Parce que la loi française qualifie de données d'intérêt général des données produites par d'autres acteurs publics sur un territoire. Par exemple, ici à Nantes, des données produites par la région des Pays de la Loire peuvent être d'intérêt général. Par exemple, l'IGN est un partenaire important du Salon de la Data. Les données de l'IGN sont des données d'intérêt général pour un territoire. Des données de Météo France peuvent être des données d'intérêt général. J'ai mis là dans le schéma Atmo Normandie. Nous avons Air Pays de la Loire qui joue le même rôle que Atmo Normandie. Les données d'Air Pays de la Loire sur le territoire de la métropole nantaise sont des données d'intérêt général pour la métropole nantaise, etc., etc. Mais il y a une troisième catégorie de données. Ce sont des données privées d'intérêt général. Et ça, la loi en parle assez peu. Elle esquisse le fait qu'il y a quelque part une difficulté, un sujet aujourd'hui, qui est qu'il y a de nombreuses entreprises qui, dans leurs activités économiques, tout à fait normales, tout à fait légitimes, tout à fait importantes et essentielles pour le développement d'un territoire, pour le développement de l'emploi, pour le développement de leurs propres activités, des données qui représentent un intérêt général au sens commun du terme. On pourrait même dire une utilité publique. Quelques exemples. Vous utilisez tous ou presque Waze. Aujourd'hui, les données de Waze sont absolument nécessaires aux collectivités qui réfléchissent à leur plan de circulation pour une raison assez simple, c'est qu'en France, un automobiliste sur deux utilise Waze, ce qui fait de nous, accessoirement, le premier pays utilisateur de Waze au monde. Je ne sais pas si vous le savez, mais devant les États-Unis et devant le Brésil. Et ce que les gens qui utilisent Waze ne savent souvent pas vous, parce que vous êtes des spécialistes, mais c'est que Waze appartient à Google. Les données d'Airbnb sont indispensables aujourd'hui pour construire des politiques touristiques. Nous avons sur la côte, pas très loin d'ici, sur le littoral atlantique, des communes où 60, 65, 70% des touristes qui arrivent l'été viennent par Airbnb. Comment construire et définir une politique publique d'accueil de ces touristes si on n'a pas de données en provenance d'un opérateur comme celui-là ou comme Booking? Il y a les données de téléphonie, etc. Les données privées d'intérêt territorial, ce sont aussi des données produites par des entreprises entre guillemets lambda, qui ne sont pas des plateformes numériques, qui ne sont pas identifiées comme des producteurs de données. Je prends un exemple très concret. Un territoire définit ce qu'on appelle un plan climat, air, énergie territorial. Toutes les intercommunalités de France doivent adopter des PCAET. C'est quoi? C'est une stratégie du territoire pour essayer d'être dans la trajectoire des accords de Paris en termes de transition environnementale, énergétique, etc. Eh bien, comment est-ce qu'on peut réguler, par exemple, l'évolution du trafic automobile sur un territoire si on n'a pas accès à des plans de déplacement des entreprises qui sont situées sur le territoire? Et si on va voir les entreprises en disant « vous devez nous donner vos données de votre plan de déplacement », pourquoi est-ce que l'entreprise mettrait ces données à disposition des pouvoirs publics? Comment? Qui définit l'intérêt général? C'est de ça dont nous allons parler maintenant. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au fil des ans, depuis 2-3 ans, nous voyons émerger des projets dans lesquels les acteurs publics disent « écoutez, nous, on a commencé à faire notre part du travail en mettant des données à disposition, c'est l'open data, mais on se rend compte que pour piloter un certain nombre de missions, pour travailler en commun sur un projet du territoire, nos données ne suffisent pas. » Au passage, ça amène un certain nombre d'acteurs, dont je peux faire partie, à penser qu'on est un petit peu aujourd'hui aux limites de l'open data tel qu'il a été voulu par le législateur, de dire qu'il est obligatoire que les acteurs publics mettent des données à disposition pour des soucis de transparence démocratique. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous, en tant que citoyens, on ne peut être que favorable à cette transparence démocratique. Mais on avait aussi dit le fait de mettre des données publiques à disposition, ça va créer plein d'activités, les entreprises vont s'en saisir, il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont être créés par cette donnée qui, entre guillemets, va être libérée d'une forme d'emprise publique. Et on est très très loin du compte au regard de ce qui avait été affiché dans tout un tas de rapports officiels qui prévoyaient des dizaines de milliers de créations d'emplois, etc. Et on se rend compte qu'en vérité,
Les données publiques, elles ont une vraie valeur, une vraie utilité, une vraie importance, à condition d'être croisées avec d'autres données. Et on voit émerger l'idée d'une économie du partage de la donnée, mais ce partage ne peut pas se faire n'importe comment. Ce partage, il doit se faire en confiance. On parle de données publiques qui ont un statut particulier, de données privées qui appartiennent parfois à des citoyens et à des entreprises. Et il faut créer un cadre pour que ce partage soit possible. Et on ne va pas mettre en commun spontanément nos données du jour au lendemain. Pour les collectivités, il y a un enjeu de maîtrise et de contrôle de leurs propres données. Ce que je disais tout à l'heure, ne pas laisser des entreprises, d'une certaine manière, se les accaparer lorsqu'elles sont délégataires de services publics, par exemple. Mais il y a aussi de vérifier que les données qu'on met à disposition ne vont pas être contraires à l'intérêt général. Nous avons des exemples assez fameux, par exemple à Lyon, où la collectivité lyonnaise, pendant très longtemps, a freiné la mise à disposition d'un certain nombre de données liées à la mobilité pour ne pas qu'un opérateur tel que Waze, par exemple, qui était d'ailleurs assez nommément désigné, puisse les utiliser, considérant que l'utilisation accrue de Waze allait avoir un effet contraire à la politique publique qui était voulue, à savoir aller permettre à ce qu'il y ait de plus en plus d'automobiles en circulation, ce que les spécialistes appellent un effet rebond, qui est assez intéressant à regarder. Pour les entreprises, il y a un certain nombre de choses aussi à voir. Une entreprise ne met pas spontanément des données à disposition des acteurs publics parce qu'il y a du secret des affaires, il y a de la protection de propriété intellectuelle qui peut exister, il y a de la valorisation économique des données qui est aussi un enjeu important. Et puis les citoyens qui peuvent avoir envie, intérêt, il y a un certain nombre d'études qui montrent que nos concitoyens, globalement, en ont marre de se faire piller leurs données personnelles par des opérateurs tels que Google ou autres, mais en même temps sont assez prêts à mettre des données à disposition, par exemple, pour favoriser la recherche médicale, par exemple, pour favoriser l'amélioration de la mobilité sur un territoire, réduire les pollutions, etc. Et en même temps, on doit être évidemment très attentif à la protection de la vie privée et à des formes de contrôle démocratique. Et créer un cadre pour permettre ce partage des données, c'est un enjeu très important que nous avons donc détaillé dans ce cahier de recherche en se posant tout un tas de questions. Qui est légitime à définir les usages? On parle d'intérêt général. Est-ce que c'est l'acteur public qui doit définir les usages? Mais alors, il est jugé parti. Quelles sont les règles économiques du partage de la donnée? La donnée peut avoir une certaine valeur dans les usages qui vont en être faits, mais la mise à disposition de la donnée a aussi un coût. Comment ce coût, dès lors qu'on est sur des missions d'intérêt général, est pris en charge? Par qui? Quelles sont les règles techniques? Où sont hébergées les données? Quelles sont les règles éthiques sur les usages? Quelles sont les limites? Comment est-ce que je peux mettre des données à disposition pour aider à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général? Qu'est-ce que j'ai comme garantie qu'une fois mises à disposition, ces données ne vont pas servir à autre chose? On va prendre des exemples concrets dans quelques instants. Quelle est la forme juridique de ce cadre de partage? On va y revenir parce que les travaux que nous avons conduits, au départ, nous sommes allés voir ce qui se passait du côté de nos amis anglo-saxons. Nous sommes allés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, où existent des formes juridiques qui ne sont pas transposables ni dans le droit continental, on va dire pour faire simple, et encore moins dans le droit public français, de ce qu'on appelle les data trusts, des fiducies de données, qui sont des formes juridiques très particulières, qui permettent à des acteurs tiers d'être dépositaires de données pour le compte d'acteurs publics ou privés, ou même individuels, et d'en gérer avec tout un tas de systèmes de garantie les conditions d'utilisation, je vais y revenir. Qui contrôle ce qui se met en place? Parce que c'est bien d'avoir des règles, mais qui vérifie qu'elles sont vraiment respectées, etc. Et je vais vous en parler à travers quelques exemples très concrets de projets qui sont aujourd'hui en cours en France à la recherche d'une forme de cadre de confiance. Le premier exemple, je ne pouvais pas faire autrement ici à Nantes que de revenir une seconde, certains d'entre vous étaient dans la table ronde d'ouverture, sur la charte éthique de la donnée à Nantes. Une charte éthique, c'est une première base. Et vous allez voir qu'à travers les différents exemples que je vais vous présenter, c'est peut-être la somme de ce qu'il y a dans ces différents exemples qui pourrait constituer un cadre un petit peu idéal. À Nantes, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est qu'il y a une charte qui définit des règles éthiques d'utilisation de la donnée. Pour la collectivité elle-même, en tant que citoyen habitant du territoire, on est plutôt satisfait de ça, mais qui définit aussi un cadre pour utiliser les données des entreprises du territoire. Et cette charte, elle dit, il y a des entreprises sur le territoire qui produisent des données qui revêtent un intérêt métropolitain. Et nous allons créer des conditions de dialogue et d'échange avec ces entreprises pour voir comment ces données peuvent être mises à disposition des pouvoirs publics, avec quelles limitations, quelle transparence, quelles règles d'utilisation. Ça peut être une première approche pour construire un cadre de confiance. Après tout, avoir une charte, c'est un document auquel on peut se référer. Après, il faut des conditions de mise en œuvre, il faut des outils de mise en œuvre. Ça n'est pas toujours simple, mais ça peut être une première chose. On peut aller un peu plus loin. En Occitanie, dans le sud de la France, donc, a été créée une démarche qui s'appelle Occitanie Data. Certains d'entre vous ont peut-être assisté l'an dernier à une conférence du président d'Occitanie Data, Bertrand Montubert, ici, où il y a aussi une charte éthique.
Mais à la différence de celle de Nantes, elle a été écrite par les acteurs publics et proposée aux acteurs privés. Ils sont assez nombreux à l'avoir signée, il y a une cinquantaine d'entreprises du territoire qui l'ont signée. En Occitanie, ils ont construit ensemble un système sous forme d'une association loi 1901, qui est en train de se transformer d'ailleurs en groupement d'intérêt public. C'est une soixantaine d'acteurs publics et privés, y compris des grandes entreprises, des grands groupes, Airbus à Toulouse, mais aussi des groupes des entreprises des ESN, Atos et Sopra sont partie prenante, mais aussi les universités, mais aussi des laboratoires de recherche en santé, des laboratoires privés, des laboratoires de recherche en environnement, etc., ont ensemble, aidé d'ailleurs par une chaire de recherche, une chaire UNESCO sur l'éthique, c'était un travail de longue haleine, produit ce cadre de référence, et ils ont décidé, pour aller un peu plus loin, que pour vérifier que les différents partenaires respectaient les principes de la charte, il y aurait un système de label. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant le label Equitia, qui est opéré par un auditeur indépendant, qui n'est d'ailleurs pas dans la structure, qui est vraiment des experts indépendants, qui viennent auditer tous les process d'utilisation des données et vérifier que les acteurs qui sont partie prenante de cette démarche respectent les règles du jeu, qu'aucun acteur public ne va s'amuser, entre guillemets, à détourner des données des entreprises, soit pour les faire passer à d'autres entreprises, soit pour analyser des choses qui ne devraient pas l'être. Je vais vous prendre un exemple concret dans un autre cas dans quelques instants. Donc une démarche partenariale de longue haleine avec de nombreux acteurs. À Brest, actuellement, il y a une démarche de longue haleine aussi, mais qui, plutôt que de faire focus sur les partenaires privés, a fait focus sur les citoyens. Brest est le premier et à ce jour le seul territoire en France à avoir organisé une conférence de consensus auprès des citoyens sur les conditions d'acceptabilité d'une utilisation massive des données par les acteurs publics, y compris d'utilisation massive des données qui pourraient être croisées avec des données d'entreprises privées. C'est assez intéressant, c'est une démarche qui d'ailleurs ne concerne pas que Brest, parce qu'elle a été proposée à l'échelle d'un territoire un peu plus élargi, donc c'est Brest, une grande partie du Finistère, un bout des Côtes d'Armor, avec l'idée de mutualiser un certain nombre de choses pour permettre à des villes de taille petite et moyenne d'être également embarquées dans le dispositif, et avec, et ça c'est important par rapport à notre propos de ce matin, l'idée que sans doute la collectivité, même si elle était à l'origine du projet, n'était pas la mieux placée pour définir elle-même un certain nombre de règles et pour gérer ensuite les données. Et avec cette idée que parfois, il est utile d'avoir recours à un tiers de confiance. Et donc à Brest, aujourd'hui, il y a un travail qu'on appelle de préfiguration d'un tiers de confiance qui a été confié, en l'occurrence, à une agence d'urbanisme qui mène des entretiens, des discussions, des rencontres, des travaux sur un certain nombre de sujets, en intégrant le travail qui a été fait auprès des citoyens dans cette conférence de consensus sur la définition des règles d'usage des données, pour voir comment créer, y compris juridiquement, un cadre dans lequel les uns et les autres vont pouvoir mettre en commun des données pour travailler sur l'environnement, l'océan à Brest, des questions de transport, des questions de consommation énergétique, des questions sociales aussi, qui sont à l'ordre du jour et sur lesquelles on pense que la mise en commun de data va permettre d'améliorer un certain nombre de choses. Quatrième exemple, le Climate Data Hub de la région Centre-Val-de-Loire. Autre démarche régionale, un petit peu similaire à celle de l'Occitanie, mais elle est ciblée sur un sujet. Une soixantaine d'acteurs, publics et privés, qui veulent construire un cadre de confiance pour partager des données, pour piloter les politiques de transition énergétique et environnementale du territoire. Et ils ont organisé les travaux autour de 5 axes où l'ensemble des partenaires sont mobilisés pour travailler sur la construction du cadre juridique. Qu'est-ce que ça sera que ce Climate Data Hub? Est-ce que ce sera une association? Est-ce que ça sera un GIP, comme c'est le cas en train de le devenir en Occitanie? Est-ce que ça sera une structure privée de type commercial? Est-ce que... Construire un cadre éthique également, à nouveau, on y revient. Et d'ailleurs, ils ont examiné, regardé les chartes qui ont pu être faites ici ou là. Il ne faut pas toujours tout réinventer, mais c'est important d'y travailler en commun. Définir des règles économiques aussi, parce que quand on s'engage dans ce type de démarche, c'est du temps, des moyens, des équipes mobilisées. L'organisation d'un schéma technique. Alors là, ils ont fait un choix assez tranché en région Centre-Val-de-Loire. Il se trouve qu'ils ont la chance d'avoir parmi les partenaires et sur place un acteur public qui est le BRGM, qui dispose
avec les 2 universités de Tours et d'Orléans, d'un data center public, souverain, labellisé. Je fais partie des 2 premiers data centers de l'enseignement supérieur et de la recherche en France à avoir été labellisés par le MESRI, et qui va être le lieu, l'espace de stockage, d'hébergement et de traitement sur lequel vont être plugués l'ensemble des outils qui seront utilisés pour travailler sur ces projets. Et ils sont en train de définir des règles de gouvernance partagées. Ça n'est pas nécessairement l'acte, c'est pas parce qu'on parle d'intérêt général que c'est nécessairement l'acteur public qui doit être le pilote du sujet. Un exemple concret des enjeux du partage de données publiques-privées à travers le Climate Data Hub qui, pour ma part, m'a marqué dans les réunions de travail que nous avons fait avec eux. Un des sujets, parmi les nombreux sujets, comme dans beaucoup de territoires aujourd'hui en France, liés à l'environnement, c'est la gestion de l'eau. Et l'anecdote que je vais vous raconter date d'il y a 1 an, donc c'était avant la sécheresse que nous venons de connaître. En région Centre-Val-de-Loire, on a la Beauce, et on a donc des agriculteurs qui pompent beaucoup, des irrigants qui pompent beaucoup d'eau, et qui ont des données sur ce qui est prélevé. Autour de la table, dans les partenaires de confiance, il y a ce qu'on appelle la direction régionale de l'environnement, qui a changé de nom plusieurs fois, la DREA, alors, voilà. Les acteurs publics au niveau de la préfecture de région chargés des politiques environnementales. Il y a l'ADEME, il y a tout un tas d'acteurs qui sont partenaires du projet. Et on fait l'hypothèse que dans ce cadre de confiance, en croisant des données qui sont des données publiques liées par exemple à la gestion du bassin de la Loire et puis de différents bassins versants, avec des données privées qui peuvent être les données de captation d'eau par les irrigants, les agriculteurs, on va peut-être réussir à construire des modèles à l'aide de la data science, quand on aura rassemblé beaucoup de données. Et les agriculteurs, les représentants des agriculteurs, il y a notamment un cluster de start-up à GreenTech qui travaille avec nous également sur le projet, nous disent on est d'accord pour mettre toutes les données à disposition. Mais autour de la table, il y a la DREAL qui pilote les politiques environnementales de l'État. Mais la DREAL, elle a un autre rôle. La DREAL, c'est elle qui joue ce qu'on appelle en France le rôle de la police de l'eau. C'est elle qui peut sanctionner les agriculteurs. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des garanties que les données que nous allons mettre à disposition vont être utilisées exclusivement pour les projets de modélisation sur lesquels on va travailler ensemble, et ils ne seront pas utilisés pour le cas échéant nous sanctionner. Voilà un exemple d'enjeu de partage de la donnée extrêmement concret, extrêmement intéressant, qui ne renvoie pas à des préoccupations classiques que l'on va avoir autour du RGPD ou autre. On est vraiment là sur des questions de comment l'intérêt général justifie et permet la mise à disposition de données privées dont on conviendra qu'elles sont d'intérêt général dans un cadre qui est partagé par tous et sur lequel on les garantit. À Dijon, je reviens dans une ville. Dijon est un territoire pionnier de la Smart City, de la ville intelligente, qui a un dispositif qui a été lancé depuis 2015, qui est maintenant opérationnel depuis 2019, qui, excusez-moi l'expression, crache de la donnée, puisque que ce soit sur l'éclairage, les mobilités, la gestion des accès, les parkings, etc., l'ensemble des systèmes technologiques intelligents ont commencé à être déployés. Eh bien, la collectivité s'est posé la question de comment garantir un certain nombre de choses en matière de gestion de ces données et a décidé, là aussi c'est une initiative qui pour l'instant est unique en France, assez originale, d'installer un comité métropolitain, un comité éthique de la donnée, dans lequel un certain nombre d'acteurs vont être représentés. Donc vous voyez là, à travers la charte de Nantes, la démarche de conférence de consensus d'un côté, un comité éthique de l'autre, des groupes de travail sur des formes juridiques, éthiques, technologiques, etc., qu'il y a beaucoup de préoccupations auxquels les uns et les autres essayent de répondre collectivement. Avant d'aller plus loin et de vous dire un petit peu quels sont ce que nous avons aussi pu observer à l'étranger, et puis vous présenter tout à l'heure un schéma un petit peu conclusif de ce qui pourrait être les fondements d'un cadre de confiance pour du partage de données publiques et privées de manière générale ou au service de l'intérêt général de façon plus ciblée, je vais m'arrêter quelques instants sur des éléments d'opinion publique, de comprendre aussi ce qui se joue chez nos concitoyens sur tous ces sujets, à travers les résultats d'un sondage que nous avons réalisé, que nous avons piloté avec Occitanie Data, qui était un sondage qui était pour toute la France.
Quand on pose la question à nos concitoyens de savoir à quels acteurs faites-vous confiance concernant la gestion et l'utilisation de vos données, en un, il y a le système de santé. Nous avons confiance dans la gestion de nos données par le système de santé. Je le dis souvent par une petite phrase, quand je suis hospitalisé en France, je n'imagine pas que l'hôpital va revendre mes données. Et c'est vrai. Et on a cette chance, probablement, et d'ailleurs, il faut peut-être être vigilant à ce que ça reste vrai. Je me permets de le glisser au passage, ayant lu quelques déclarations un peu hasardeuses sur ce sujet ces dernières semaines. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont besoin de boucler leur budget, mais c'est un sujet sur lequel j'attire quand même un petit peu l'attention. Il y a aussi une confiance globalement dans, par exemple, la CNIL, qui est identifiée. Alors la CNIL, elle ne gère pas nos données, mais les Français savent qu'il y a une CNIL. On n'est pas dans un des quelques pays européens où le RGPD était une grande nouveauté. En France, il y a le RGPD, mais avant, on avait la loi informatique et liberté. La CNIL, elle fait partie du paysage. On ne sait pas toujours comment ça fonctionne, mais on sait que s'il y a un problème, on peut saisir la CNIL. Et puis on voit de temps en temps que la CNIL prononce des amendes records et on se dit bien qu'elle œuvre à la protection de nos données. Au passage, petite alerte aussi, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que la CNIL française est trop sévère. On a même entendu des responsables politiques éminents dire qu'il fallait peut-être supprimer la CNIL. Je pense que si on veut que nos métiers de la data puissent évoluer, et évoluer en confiance et dans un système démocratique, il faut qu'on évite ce genre de choses. Les acteurs publics sont plutôt bien perçus globalement en France et les collectivités territoriales, on leur fait confiance majoritairement sur la manière dont elles utilisent les données. Je dis en France parce qu'on a des études de ce type-là dans d'autres pays dans le monde où ça n'est pas le cas. Je le disais pour l'hôpital, je ne pense pas que l'hôpital va revendre mes données. Je vais à la mairie remplir des démarches administratives. La mairie, elle connaît quand même beaucoup de choses sur nous, de l'état civil à la naissance jusqu'au décès, et avec tout un tas d'éléments d'information. On n'imagine pas que nos mairies vont revendre nos données non plus, et on a plutôt raison, ça n'est pas le cas. On a un peu moins confiance en l'État. On n'a pas du tout confiance dans les réseaux sociaux, les grands opérateurs, peu importe comment ils appellent, Big Tech, GAFA, GAFAM, GAMAM. Mais ce n'est pas tellement ça le sujet le plus important. Le sujet le plus important, c'est qu'on a interrogé les habitants sur les conditions dans lesquelles ils auraient confiance dans la gestion des données, et plus confiance dans la gestion des données. Et on voit que ce qui est attendu, la première des choses, c'est des informations. On souhaite qu'il y ait de la transparence sur quelles sont les données utilisées, à quoi elles servent, comment ça va fonctionner. Et c'est un sujet difficile. Certains d'entre vous y travaillent sans doute. On est dans des métiers hyper techniques. La data, globalement, big data, algorithme, IA, tout ça c'est mélangé, pas bien compris. Faire de la pédagogie sur ces sujets, a fortiori vers le grand public, ça n'est pas quelque chose d'évident. Et pourtant, nous pensons que ça fait partie d'un cadre de confiance. Également, le fait qu'il y ait des processus, et on y travaille tous les uns les autres, d'anonymisation. Le sujet peut faire débat, on peut parler de pseudonymisation, d'avatarisation, rentrer dans des choses de plus en plus complexes et mieux sécurisées sans doute. Mais le fait de travailler sur des processus d'anonymisation participe également de cette confiance. Le fait aussi qu'il puisse y avoir des contrôles, de savoir que la CNIL de temps en temps, excusez-moi l'expression, mais fait une descente, ça participe aussi de la confiance. Vous avez peut-être vu, puisque là je parle d'intérêt général et que nous, notre terrain de jeu, c'est plutôt les initiatives régionales, métropolitaines, locales. Vous avez peut-être vu qu'avant l'été, la CNIL a sanctionné une vingtaine de grandes villes françaises, alors de villes moyennes plutôt, parce que les grandes villes sont plutôt bien aujourd'hui engagées sur la voie de la conformité, mais de villes moyennes qui tout simplement n'avaient pas désigné leur DPO pour l'instant. Il faut savoir que quand la CNIL sanctionne un acteur public, en général, ça ne passe pas par des amendes. Ça passe plutôt par du name and shame. Il suffit que le nom de la collectivité sorte pour qu'assez vite les choses bougent. Mais les choses sont objectivement aujourd'hui assez avancées. L'idée d'un comité éthique dans lequel les citoyens soient représentés est quelque chose qui intéresse également les Françaises et les Français. L'hébergement des données. Alors on peut lancer le débat, on l'a déjà eu avec certains d'entre vous, entre cybersécurité, cloud souverain, éthique. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent et des choses souvent complexes, mais dans la représentation des citoyens, il faut avoir en tête le fait de dire dans un territoire, et c'est aujourd'hui majoritairement le cas pour les services publics locaux, très majoritairement les données sont hébergées localement, le plus souvent d'ailleurs directement dans des salles blanches des équipes informatiques, c'est quelque chose qui rassure les citoyens, à tort ou à raison. Et je ne lance pas la discussion globale sur la cyber aujourd'hui, mais ça fait partie des choses importantes à prendre en compte.
J'en arrive aux travaux que nous avons conduits donc avec l'Observatoire Data Publica. Nous avons essayé de voir globalement qu'est-ce qui pouvait constituer un cadre de confiance, et je vais essayer de faire un peu une synthèse de cette présentation impressionniste à travers quelques exemples que j'ai pu faire. La première des choses, c'est qu'il faut des règles et des objectifs. Les règles, il y a celles de la loi. On travaille pour l'intérêt général, c'est l'objet de la conférence. Donc la moindre des choses, c'est d'appliquer et de respecter la loi. Si la charte métropolitaine de la donnée de Nantes avait simplement comporté article 1, nous allons respecter le RGPD, vous serez tous d'accord avec nous pour dire, j'espère bien que la collectivité respecte le RGPD. Mais elle va plus loin. Elle dit, nous allons aussi accompagner, y compris les populations les plus éloignées, etc., à une compréhension de comment gérer leurs données personnelles. Il faut des règles et des objectifs. À quoi les données que l'on veut mettre en commun, mettre en partage, vont servir. Bien sûr, il y a des outils et des méthodes pour gérer ces données. On pourra se dire un mot de l'IA éventuellement. Il peut y avoir le recours à un tiers de confiance. Je dis il peut y avoir parce qu'on a des exemples de cadres de confiance dans lesquels il n'y a pas eu le tiers de confiance. C'est des acteurs qui mettent des choses en commun, mais c'est plutôt en général du coup l'acteur public qui est un peu au centre du jeu, sans avoir fait un pas de côté et créé un tiers de confiance. J'ai parlé pas mal de Nantes, je peux dire un mot de Rennes, par exemple. Certains d'entre vous ont entendu parler du projet RUDI, qui est un projet d'utilisation de données publiques, de données privées d'entreprises et de données personnelles des citoyens qui ont une démarche de mise à disposition de leurs données de façon volontaire. Le projet RUDI est un projet qui est piloté par la métropole de Rennes, qui, aujourd'hui, joue ce rôle d'acteur de confiance. Alors, ce n'est pas un tiers, au sens sémantique du terme, on peut jouer un peu sur les mots, mais donc il y a cette question qui est importante. Et puis, il y a les usages concrets. Qu'est-ce qui se passe réellement avec ces données? Et quand on crée un cadre de partage, ce qui est très important, c'est que l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des acteurs publics, des entreprises, partenaires, des citoyens, bien évidemment, disposent d'informations, le cas échéant qu'il y ait un accompagnement, de la formation, de l'implication. Mais il est important aussi de se poser la question de savoir si les acteurs participent ou pas à la définition de ces règles et de ces objectifs. La confiance, elle ne se décrète pas. Un cadre de partage, ça se construit, ça sera l'un des points de ma conclusion. Et l'un des éléments, ce n'est pas obligatoire, mais l'un des éléments qui peut y aider, c'est d'avoir une charte de la donnée. Ça peut être de faire une conférence de consensus. On l'a vu avec Brest. Mais ça peut être, il y a d'autres approches. Est-ce que ces acteurs, et notamment les citoyens, peuvent contrôler les outils et les méthodes qui sont mises en place? Est-ce qu'ils participent, le cas échéant, à la gouvernance du tiers de confiance? À Dijon, la manière d'associer directement ou indirectement par des associations ou autres les citoyens dans le comité éthique est une vraie question de fond, qui est importante, qui est une question pas que pour faire un affichage. C'est une question démocratique, c'est une question éthique, mais c'est aussi une question de garantie apportée au cadre global et de solidité du cadre global. Est-ce qu'ils peuvent aussi, ces acteurs, sous différentes formes, être impliqués et contrôlés directement dans les cas d'usage? Comment nos agriculteurs de la Beauce pourront contrôler directement, avec quel type d'outils, quel type de médiation aussi, parce qu'on va rentrer dans des processus technologiques, quel type de marquage des données. Et là, on va rentrer dans des débats technologiques importants. Est-ce qu'on va utiliser de la blockchain? Est-ce qu'on va utiliser des outils d'orchestration de la data avec de l'horodatage, avec tout un tas de choix technologiques qui vont nous permettre de garantir qu'il n'y aura pas d'usage inapproprié ou en tout cas pas conforme à ce qui a été défini en amont dans la construction du cadre de confiance qui vont se mettre en place. Voilà. Puis le tiers de confiance, le cas échéant, il peut aussi décerner un label. Pour l'instant, c'est le cas d'Equitia. Voilà un petit peu globalement, et vous trouverez ce schéma dans le cahier de l'Observatoire, ce que nous avons observé et rassemblé en disant, voilà, c'est autour de tout ça que ça peut se construire. Alors on avance plus ou moins vite sur l'un ou l'autre des composants, mais si on n'avance que sur un morceau, probablement, on aura à un moment donné des difficultés. Alors, ce n'est pas tout à fait tout, parce qu'on a donc, pour publier ce travail de recherche, été à la rencontre d'acteurs qui aujourd'hui travaillent à des cadres de partage. Nous avons fait des comparaisons internationales, nous avons travaillé avec des partenaires au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et nous avons essayé de tirer aussi un certain nombre
d'enseignements un peu plus globaux. Et nous nous sommes évidemment rendus compte que ce sujet-là, il n'est pas propre aux collectivités françaises, il est général, et à titre personnel, j'ai la chance d'être expert associé auprès du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle sur ce sujet de la confiance dans l'utilisation des données. On voit bien que la construction d'un cadre de confiance sur la donnée est quelque chose qui préoccupe de très nombreux acteurs aujourd'hui. On a cette notion de cadre de partage, de cadre de confiance chez nous. On a les data trusts et les fiducies de données au Royaume-Uni, sur le continent nord-américain, qui sont des modèles très différents, où juridiquement, on crée un acteur qui est rémunéré par les partenaires qui mettent les données à disposition, en contrepartie de quoi, son job est de garantir à tous l'utilisation qui est faite des données et de produire en fait le résultat, les analyses, les outils qui sont attendus collectivement. Nous n'avons pas ce cadre juridique en France, a fortiori dans le droit public français, si on parle d'intérêt général et qu'on voulait créer quelque chose qui soit cohérent avec nos modes de gestion publique. Mais nous avons le futur cadre européen. Vous savez qu'il y a un paquet législatif qui est en cours de déploiement avec 3 textes importants, Data Act, Data Governance Act, et puis l'acte d'intelligence artificielle également qui arrive. Et dans le Data Governance Act, on a une notion qui arrive et qu'il va falloir rendre opérationnelle en droit français, qui est la notion d'altruisme des données. Entrer en vigueur dans les mois qui viennent. Mais alors, entrer en vigueur, ça veut dire quoi? C'est un petit peu compliqué, ce sujet. Je sais qu'il y a une conférence tout à l'heure avec quelqu'un qui vient présenter dans le détail ce dispositif. Compliqué pour nous parce qu'en français, altruisme, c'est presque plus un concept philosophique qu'un concept juridique. L'altruisme des données, c'est de définir un cadre où, de façon altruiste, à la fois des citoyens sous RGPD, des entreprises, tout en étant attachés à la protection du secret des affaires, de la propriété intellectuelle, vont faire le choix de mettre à disposition des données pour l'intérêt général. Et il va bien falloir qu'il y ait des organismes qui soient dépositaires de ces données et qui en soient les garants. Et on va les appeler des organismes altruistes de données. Ça va être un peu, on va avoir sans doute quelques débats dans les mois qui viennent autour de tout ça. Et ils devront, ces organismes, être labellisés. Ils devront offrir des garanties. Et il y aura d'ailleurs un registre européen de ces organismes qui seront autorisés à être dépositaires de données privées d'intérêt général pour les mettre au service de causes d'intérêt général. L'un des premiers sujets étant bien évidemment toutes les données nécessaires au pilotage des grandes transitions énergétiques et environnementales, mais pas que. On est en train de créer, vous l'avez peut-être vu, un espace de confiance européen sur les données de santé. Ça relève pour une partie des mêmes types de démarches. En tout cas, ce sujet est fortement identifié. La deuxième chose qui est importante, je tiens à le dire, parce que mon schéma pourrait donner l'impression d'un système un peu clé en main, comme s'il était facile de créer un cadre de confiance. Il y a des chartes qui existent, pourquoi en inventer une autre? On prend celle de Nantes, on enlève le logo de Nantes et on met un autre logo à la place. Il y a des règles du jeu qui sont en train d'être construites par Occitanie Data. Il y a des dispositifs qui sont inventés en région Centre-Val de Loire. Il y a des dispositifs que je n'ai pas cités là, mais autour de la santé avec le Health Data Hub ou autre. Et il suffirait de plaquer les règles d'un cadre de confiance pour créer un nouveau cadre de confiance. Notre expérience et nos observations et les entretiens que nous avons conduits nous amènent à affirmer avec force le contraire. Dans tous les dispositifs que je vous ai présentés là, la manière dont la construction se fait avec les partenaires vaut au moins autant que la forme qui en découle. Alors dans le slide, j'ai utilisé un mot qui est celui d'égrégore, qui est l'idée de travailler ensemble et que quelque chose sorte du fait d'être ensemble dans de nombreuses réunions. Occitanie Data, ils ont mis 18 mois à sortir leur charte. Et aujourd'hui, ils ont un cadre qui est vraiment partagé par tous ces acteurs. Je crois que c'est quelque chose d'important. Le cadre de confiance clé en main, et c'est aussi notre pratique de conseil auprès d'un certain nombre d'acteurs, publics ou privés, nous fait penser qu'il faut savoir se donner ce temps-là. Sinon, il y a une part d'artificialité qui, assez vite, peut, excusez-moi l'expression, mais nous exploser à la figure au moindre écueil, à la moindre maladresse, à la moindre fuite, au moindre problème, choix technologique ou autre. Voilà ce que... On va garder une dizaine de minutes pour des questions et des réponses, mais je voulais simplement compléter encore 2 points. Vous dire que j'aurais aussi pu vous parler, comme exemple de cadre de confiance, du programme Data et Quartier qui a été conduit pendant 3 ans, ici,
en Bretagne et en Pays de la Loire, pour mettre en commun, par des acteurs publics et des acteurs privés, des données qui concernent les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV. C'est un programme qui a été piloté par une association qui s'appelle Réseau Ville. Il se trouve que ce programme vient de terminer, qu'il y a un livre blanc qui en a été fait, qui retrace les difficultés de créer ce cadre de partage et tous les écueils qui ont été rencontrés, avec beaucoup d'objectivité, y compris avec des échecs qui sont fortement documentés. Et à 16h30, il y a une table ronde dans la salle IGN de présentation de cette démarche, et le livre blanc sera à disposition en fin de journée. Donc je me permets de vous le dire. Je me permets également de vous proposer un autre rendez-vous. Je vous ai présenté là un sondage. L'Observatoire Data Publica, que j'ai donc l'honneur de présider, a réalisé, avant l'été, une très grande enquête complètement inédite auprès de plusieurs centaines de collectivités françaises sur la façon dont les données sont utilisées par les territoires, y compris dans la manière dont elles travaillent avec les acteurs privés autour du partage et des échanges de données. Et en parallèle, nous avons fait faire par l'Institut Ipsos un sondage auprès des Français pour savoir ce que les Français pensent de l'usage de plus en plus massif fait par les acteurs publics de la donnée. Et ces initiatives seront rendues publiques le 4 octobre. Donc je me permets de vous donner rendez-vous. Ça sera à suivre. Alors, en présentiel à Paris, il y aura très peu de place, mais en ligne, les liens seront diffusés dans quelques heures. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Et il nous reste, je crois, exactement 10 minutes pour répondre à des questions. Et nous avons quelques exemplaires du cahier de recherche qui sont disponibles ici. Est-ce qu'il y a un cadre au niveau national qui permette vraiment de définir ce qui est l'intérêt général? Parce que, par exemple, on a parlé d'Airbnb, du partage de données entre Airbnb et l'État, du coup, les données publiques. Et donc, moi, j'ai un petit peu du mal à voir, en fait, l'intérêt général que peut apporter Airbnb pour le public, quoi. Ouais, c'est une excellente question et c'est une grande difficulté. Alors, sur Airbnb, je vais répondre de façon très concrète et puis après vous dire un peu le cadre national. Airbnb a globalement deux impacts sur les politiques publiques aujourd'hui. D'abord, Airbnb a une utilité pour toutes celles et tous ceux qui l'utilisent pour trouver un logement de vacances, un logement d'une journée en déplacement, pour venir au salon de la data pour certains, sans doute, ont été hébergés hier soir par Airbnb. Le problème, c'est que le volume, le succès de Airbnb a un impact d'abord sur la vision et la compréhension que les acteurs publics ont de l'accueil, notamment des flux touristiques. Je disais tout à l'heure, il y a des territoires, Basse-sur-Mer, ici sur la côte atlantique, Saint-Malo, qui doit avoir le record en France du pourcentage de touristes qui arrivent, en tout cas dans Saint-Malo-Intramuros, par Airbnb. Les acteurs publics, ils ont un rôle l'été dans les cités touristiques, c'est d'accueillir de bonne manière les touristes. Ils ont besoin d'avoir une visibilité, de savoir combien de touristes vont arriver pour plein de choses, pour calibrer la police municipale, pour gérer le feu d'artifice du 14 juillet. Le CHU a besoin de savoir comment les urgences doivent être gérées, etc. Il y a 15 ans en arrière, comment ça se passait? L'Office du tourisme, qui est un office public, avait toutes les informations. Toutes les informations des hôteliers, des campings et des locations de particulier à particulier, parce que les locations de particulier à particulier, elles passaient par l'Office du tourisme. Et on avait une vision, une anticipation, une maîtrise des flux. Et on savait si les gens restaient longtemps, pas longtemps, etc. Aujourd'hui, dans certains territoires, les acteurs publics sont aveugles sur les flux touristiques, parce que ceux qui ont les lunettes pour bien voir s'appellent Airbnb et Booking. Et c'est un vrai sujet de savoir dans quelles conditions, et Airbnb en est parfaitement conscient, que disposer de ces données est aujourd'hui d'utilité publique au sens général du terme. Et d'ailleurs, Airbnb promet systématiquement, signe des conventions. Au Congrès des maires, il y a 2 ans, on signe une convention en disant à compter de maintenant, nous allons mettre l'ensemble de nos données à disposition des territoires, etc. Au passage, j'allais être vulgaire, pipeau, voilà, je vais rester... pipeau parce qu'Airbnb ne veut pas la transparence sur ces données pour de mauvaises raisons, des raisons fiscales concernant Airbnb qui ne paye pas les impôts qu'il devrait payer en France et des raisons fiscales pour couvrir ceux qui louent plus que ce qui est autorisé par la loi et ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Pour moi, Airbnb fait partie des acteurs un peu voyous de ces systèmes de la data par rapport à l'intérêt général. Je le dis avec force, il y a eu des travaux de recherche qui l'ont démontré dans plein de villes dans le monde, à New York, à Amsterdam, à Londres. On a un vrai sujet. La deuxième raison qui fait que les acteurs publics sont concernés par les données d'Airbnb, c'est l'impact que ça a dans certaines villes sur le marché de l'immobilier. Lorsque vous avez des programmes de construction avec des promoteurs pour
accueillir plus de population, de la mixité sociale, avoir une forme de régulation des prix, et qu'un engouement sur la location de courte durée fait que des immeubles entiers se vident d'habitants entre guillemets réels pour être entièrement consacrés à la location. C'est ce qui s'est passé. Les premiers endroits où on l'a vécu en France, c'est certains arrondissements du centre de Paris, puis maintenant beaucoup d'autres territoires, qui ont conduit le législateur à dire il faut qu'on régule tout ça, limiter le nombre de jours. Mais Airbnb avait les données sur tout ça et refusait de les mettre à disposition. Comment est-ce que ça s'est passé? Et c'est la ville de Paris qui était le premier à le faire. La ville de Paris a recruté des équipes on va dire de data scientists qui ont scrappé toutes les données. Airbnb publiait les données, la ville de Paris disait c'est pas vrai, voilà ce qui se passe en vrai. Voilà, en récupérant en fait toutes les données. Et puis depuis maintenant, il y a même un site internet, si vous voulez. Il y a un site internet aujourd'hui en France qui est le miroir d'Airbnb, qui scrape tout ce qui est sur Airbnb pour les présenter d'une autre manière et les mettre en open data au passage, ce qui est assez intéressant. Donc il y a un impact réel. Et les exemples sont très très nombreux. Aujourd'hui, j'ai mis Yuka tout à l'heure sur le slide, des données liées à l'alimentation, par exemple, des données liées à la manière dont les habitants d'un territoire se nourrissent, c'est des données extrêmement intéressantes. Quand on est sur des territoires, c'est le cas ici à Nantes, qui ont une politique alimentaire. Il y a une politique publique pour favoriser les circuits courts, favoriser la production des territoires, avec les territoires périurbains ou ruraux de proximité. Si on n'a pas de données sur la manière dont les habitants se nourrissent en vrai, eh bien, on a quoi comme maîtrise en vrai? On a la maîtrise de ce qu'on met dans les assiettes des gamins à la cantine, parce que les repas des cantines, c'est la collectivité qui les produit. Mais il y a plein d'exemples de données privées qui revêtent un intérêt général au sens global du terme. Et la loi, elle évoque ça, la loi pour une république numérique de 2016. Mais elle ne dit pas comment on fait, elle ne dit pas qui définit l'intérêt général. Pour aller un peu plus loin, en avril 2021, il y a eu une circulaire ministérielle qui concerne les données, les algorithmes et l'intelligence artificielle, qui dit qu'en France va être créée la fonction de médiateur de la donnée d'intérêt général, c'est-à-dire un acteur public que l'on va pouvoir saisir pour essayer de déterminer quelles sont les données qui, parce qu'elles sont d'intérêt général, devraient pouvoir être accessibles. Alors pas dans n'importe quelles conditions. C'est des débats aussi extrêmement intéressants. On parle de données d'intérêt général et pas de données d'utilité publique, par exemple. Parce qu'en droit français, l'utilité publique, ça renvoie à quelque chose d'assez clair. Vous possédez un terrain, on veut tracer une route d'une autre manière, il y a une déclaration d'utilité publique, votre terrain est sur le tracé, comme c'est d'utilité publique, vous êtes exproprié. Vous êtes indemnisé, mais vous êtes exproprié. Si on avait des données d'utilité publique, on pourrait les récupérer de façon automatique. Alors, on n'en est pas très loin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des débats en ce moment sur les données de Waze, par exemple. Les données de Waze, pour que Waze puisse continuer à fonctionner en France, vont devoir être mises à disposition des pouvoirs publics pour avoir une vision exacte des flux de circulation automobile. Parce que si on n'a pas la vision exacte des circulations automobiles, eh bien, on n'arrivera pas à tenir les objectifs de réduction de ce mode de transport et de développement du transport collectif dont on a tous besoin pour réussir les transitions. Voilà, donc je fais le pari à titre personnel que d'ici 1 an, 2 ans, nous aurons une loi pour une république numérique numéro 2. Je ne sais pas si elle portera ce nom-là, mais à mon avis, elle va prolonger cette première loi de 2016, parce que beaucoup de choses ont changé en peu d'années, vous le savez très bien, et je pense que ce sujet de la donnée d'intérêt général sera précisé dans cette loi, et le lien sera fait avec l'altruisme des données européens. Mais ce n'est pas un sujet facile. Pour autant, on peut aussi parfois contraindre, entre guillemets. Rappelez-vous les histoires des trottinettes en libre service, le free floating. À Paris, à un moment donné, le maire de Paris a dit « stop, on arrête tout. Et vous allez revenir mettre vos trottinettes à mes conditions. » Conditions qu'elles ne soient pas déposées n'importe où, mais uniquement sur des places de parking. Donc il a fallu changer les applications pour qu'on ne puisse pas les déposer n'importe où, etc. Et dans les conditions, il y avait les conditions que les opérateurs mettent les données à disposition de la ville de Paris. Parce qu'on a besoin de savoir par où passent ces trottinettes pour demain aménager les choses de façon différente. À Los Angeles, Jump, les vélos de Uber, ont été interdits pendant 1 an parce que Jump refusait de transmettre les données à la ville de Los Angeles. À titre personnel, je trouve que c'est plutôt sain et plutôt une bonne manière de trouver un équilibre en s'appuyant aussi sur la data qui est utile, donc d'intérêt général. Mais c'est mieux de le faire dans un cadre de partage et dans un cadre de confiance, plutôt que de le faire par la contrainte ou par l'expropriation.
Ça prolonge un petit peu ta réponse là, mais est-ce que justement par rapport aux études que vous avez pu mener au niveau européen, voire international, vous sentez que la posture de ces gros, les GAFAM, évolue un peu, ou que justement ils sont prêts à rentrer dans des logiques de tiers de confiance, où on est encore au bras de fer et sur chaque usage? Alors moi j'ai un regard qui est pas tellement lié à une vision globale d'études que nous aurions pu faire, mais de cas concrets sur lesquels nous avons travaillé avec des acteurs. Je parlais de Waze, par exemple. Waze vient de désigner, là, en début d'année 2022, pour la première fois, un représentant, une représentante en l'occurrence, et c'est une Française institutionnelle pour l'Europe, qui est chargée de monter des partenariats et des coopérations avec les acteurs publics. C'est pas un hasard d'ailleurs si c'est une Française, puisque donc, la France est très très consommatrice et utilisatrice de Waze. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement positif. Sur Airbnb, j'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, malgré des déclarations, des conventions, etc., en vérité, Airbnb ne fournit pas les données qu'il devrait fournir. On a des acteurs également, des acteurs privés qui s'organisent entre eux pour créer des cadres de mise en commun de données entre eux. Je pense au monde de l'agroalimentaire, de l'agriculture aussi, et qui maintenant se retournent vers des acteurs publics pour voir comment ces données peuvent servir aussi à l'intérêt général. J'ai en tête ce qui a été fait au niveau de l'agriculture, où l'un des enjeux de nos agriculteurs était d'ailleurs que leurs données ne soient pas, eux, toutes récupérées par Airbnb ou Booking, ce qui arrive à nos hôteliers et nos gestionnaires de camping et d'hébergement, mais récupérées par des Monsanto ou autres, qui, à force d'objets connectés mis à disposition en parallèle de la fourniture des engrais, de tous les intrants, etc., récupèrent en vérité toutes les données sur nos systèmes agricoles. Et ils se sont mis d'accord entre eux pour créer un cadre de partage d'abord entre eux, et aujourd'hui, ils se retournent vers les acteurs publics pour voir comment ces données peuvent aussi servir à différents modèles, notamment, encore une fois, je pense que c'est une préoccupation importante pour nous tous dans la gestion d'un certain nombre d'améliorations par rapport à l'environnement et aux différentes transitions. Mais le problème de l'accès aux données peut aussi être lié à des petits opérateurs, y compris locaux. Un gestionnaire de parking local peut ne pas avoir envie que la collectivité qui pourtant lui a fait une concession de service public pour gérer ce parking ait accès véritablement aux données. Et ça, ce n'est pas acceptable, parce que la loi elle est très claire là-dessus, ce sont des données publiques. Mais ça peut cacher une volonté d'optimiser la rentabilité du dispositif. Ce qu'on peut comprendre en matière de logique de business, mais c'est du service public. Une dernière question peut-être? Vous me faites signe par rapport au timing de rester... Ouais, trop tard. C'est trop tard? Ouais, enfin, une question. Bonjour, ma question est courte. Cette loi pour une république numérique, est-ce que tu l'imagines plutôt d'origine gouvernementale ou parlementaire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même assez peu d'allant de la part de l'exécutif sur ce dossier de la data. Alors, si je dois répondre de façon très brève, non, je pense qu'elle sera gouvernementale, mais on peut en discuter 2 minutes. Je ne veux pas lancer un débat pour savoir lequel des 2 volontaires a été désigné secrétaire d'État ou ministre numérique. Voilà. Il y aura de l'allant parlementaire aussi, c'est sûr. Voilà. Merci. Merci à tous.